Salut tout le monde, bienvenue sur l'Instit Online. Alors, je retourne une vidéo pour le CEB de géographie qui sera couplée avec histoire, mais c'est parce que la première vidéo était largement incomplète. J'ai eu un petit souci sur plusieurs passages que j'ai enregistrés que j'ai pas su monter, et donc voilà, je me disais que j'allais quand même donner quelques informations, mais j'ai eu des retours et qui sont tout à fait justifiés sur le fait qu'il manquait quand même pas mal de trucs. Donc je vais essayer de faire une version la plus complète possible en abordant un maximum de points qui peuvent être évalués lors du CEB géographie. C'est parti. En géographie, tu dois bien entendu connaître les continents et les océans. Donc tu dois savoir placer sur un planisphère ou sur la représentation d'un globe terrestre, eh bien l'Europe, bien entendu, l'Amérique, l'Asie, l'Afrique, l'Océanie et l'Antarctique. Ok ? Attention, je te rappelle, l'Amérique c'est un seul continent. Parfois on divise en Amérique du Nord et Amérique du Sud, mais c'est un seul continent. Tu dois bien entendu connaître les océans, donc l'Atlantique, le Pacifique, qui est le plus grand océan du monde, l'océan Indien, l'océan glacial arctique et l'océan glacial antarctique. Évidemment, la mer du Nord, eh bien, c'est la grande étendue d'eau qui est au nord de notre pays. Tu dois bien entendu savoir comment elle s'appelle et savoir la situer. D'ailleurs, à propos de notre pays, eh bien, la mer du Nord, c'est la frontière qui est au nord. On appelle ça aussi septentrionale. Mais il y a d'autres pays qui ont une frontière commune avec la Belgique. On a les Pays-Bas, la France, l'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg. Ça, ce sont des pays que tu dois connaître et tu dois savoir les situer. On parle toujours de notre pays, il y a les grands cours d'eau que tu dois savoir aussi situer et dont tu dois connaître les noms, notamment les fleuves, la Meuse, l'Escaut, l'Isère. Okay, ça, c'est indispensable à connaître. Tu dois savoir que la Meuse, elle passe par Namur, que l'Escaut passe par Anvers, et que l'Isère se jette dans la mer du Nord. Okay, c'est le plus petit des trois fleuves, mais c'est quand même un fleuve, puisque je te rappelle qu'un cours d'eau qui se jette dans la mer du Nord ou dans un océan s'appelle un fleuve. Okay, justement, à propos des cours d'eau, tu dois connaître le vocabulaire hydrographique. Ça veut dire que tu dois savoir ce que c'est un affluent. Alors un affluent, c'est une rivière qui se jette dans une autre rivière plus grande, plus importante. Un confluent, tu dois savoir ce que c'est. Un confluent, c'est l'endroit où justement une rivière se jette dans une autre, ou dans un fleuve. Enfin, finalement, tu dois connaître les termes de rive droite et rive gauche. Alors, pour ça, il y a un truc. Imagine que tu es au-dessus du cours d'eau et tu regardes dans le sens du courant. Eh bien, ta jambe droite est sur la rive droite, ta jambe gauche est sur la rive gauche. On élargit un tout petit peu et on va parler de la Terre. Eh bien, la Terre, tu dois savoir quels sont les grands repères pour pouvoir se situer sur la représentation de la Terre. Donc, la ligne qui coupe la Terre en deux, c'est l'équateur. La partie nord, au-dessus de l'équateur, c'est l'hémisphère nord. La partie en dessous de l'équateur, c'est l'hémisphère sud. Mais ce n'est pas la seule façon de se repérer, puisqu'il y a également les tropiques. Alors, il y a le tropique du Cancer, qui est dans l'hémisphère nord, et le tropique du Capricorne, qui est dans l'hémisphère sud. Et il y a d'autres lignes. Il y a le cercle polaire arctique, qui est tout à fait au nord, et le cercle polaire antarctique, qui est vers le sud, au pôle sud. Il y a encore d'autres lignes. Et ouais, on n'a pas fini avec les lignes. Les lignes sur un globe terrestre ou un planisphère, tu as les méridiens qui sont les lignes verticales avec le méridien de référence, qui est le méridien de Greenwich. Et puis tu as les lignes horizontales qui sont les parallèles. Et alors là, le parallèle de base, c'est l'équateur. Mais si on est au-dessus de l'équateur, on va dire qu'on est au nord de l'équateur. Et pour situer la distance par rapport à l'équateur, on va utiliser des degrés. Donc si on est à 10 degrés nord de l'équateur, ça veut dire qu'on est légèrement au-dessus. Si on est à 50 degrés, on est nettement plus au-dessus. Alors il y a deux concepts qui font leur arrivée dans le CEB de cette année, c'est la population mondiale et la densité de population. Ça se ressemble, mais c'est pas la même chose. La population mondiale, ça va être la quantité de population qui vit sur la Terre. Actuellement, on est plus ou moins 8,2, 8,3 milliards d'habitants sur Terre. Et alors ce que tu dois retenir, c'est que 60% de cette population vit sur un seul continent qui est l'Asie. D'ailleurs, dans ce continent, il y a deux pays qui, à eux seuls, ont plus d'1 milliard d'habitants. En Chine, il y a plus d'1 milliard d'habitants, et en Inde, il y a plus d'1 milliard d'habitants. En Asie, il y a 60% de la population. En Europe, le
continent dans lequel on vit, hein, eh bien, il y a 10% de la population mondiale. Pour parler de répartition de la population, on passe au deuxième concept qui est la densité de population. Eh bien, la densité de population, ça va être le nombre d'habitants sur une unité de surface. Généralement, on utilise le kilomètre carré. Donc, sur un kilomètre carré, s'il y a 10 habitants, eh bien, ça veut dire que la densité de population est faible, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'habitants pour cette unité de surface. Au contraire, s'il y a 1000 habitants par kilomètre carré, ça veut dire que la densité de population est forte. D'accord? Donc, au plus une densité de population est forte, au plus on a de gens qui vivent ensemble sur une même surface. Ensuite, on passe au climat. Alors, pour déterminer le climat, on va parler de deux choses, les températures et les précipitations. Alors, il y a trois grands types de zones thermiques sur la Terre. Il y a les zones arides, où le climat est très chaud. Il y a les zones tempérées, où il y a du chaud, du froid, des précipitations, parfois moins, on va en parler. Et puis, il y a les zones polaires, où généralement le climat est très froid. Alors, on va détailler un tout petit peu. Alors, dans les climats chauds, on a le climat tropical et le climat aride. Le climat tropical, c'est un climat où il va faire chaud toute l'année. Et il y a des périodes durant lesquelles il y a beaucoup de précipitations et des périodes durant lesquelles il y a peu de précipitations. Donc, il y a une saison sèche et une saison des pluies. Le climat aride ou désertique, eh bien, c'est un climat où il faut être très chaud la journée, très froid la nuit, et il y a très peu de précipitations. Donc, il y fait pas très bon vivre. Dans les zones tempérées, on va avoir le climat océanique. Là, il va y avoir des hivers doux et des étés frais avec de l'humidité un peu constante. Donc, par exemple, la Belgique. Eh ouais, nous, on vit en climat océanique. Quand j'étais petit, on appelait ça tempéré maritime, mais ça donne les mêmes idées. Quand on s'éloigne des grandes zones maritimes, que sont les océans et les mers, quand on se retrouve donc sur la Terre, on a donc le climat continental. Et bien là, on va avoir des hivers très froids, des étés chauds et souvent orageux. Et puis, on a le climat méditerranéen, qui est typique de la région de la Méditerranée. On va avoir des étés chauds et secs et des hivers doux et humides. Et puis finalement, on a les climats froids, voire extrêmes. Par exemple, le climat polaire. On va avoir un froid extrême permanent avec des hivers longs, très longs, et des étés très courts. Et puis le climat de montagne. Eh bien, le climat de montagne, en fait, il va dépendre de l'altitude, parce qu'au plus on monte dans la montagne, au plus la température va baisser. Alors justement, quand on parle de climat, tu dois savoir que le climat, eh bien, il est un peu déréglé en ce moment. D'accord? C'est dû aux activités humaines, en tout cas en grande partie, et ça va dérégler l'effet de serre. Ok? Pourquoi? Parce que les activités humaines vont produire des gaz à effet de serre, et au plus il y a de gaz à effet de serre, au plus le climat va se réchauffer. Il va faire plus chaud, et donc ça va avoir évidemment des conséquences sur pas mal de choses. Par exemple, la fonte des glaciers, la disparition de la banquise, l'augmentation de la température des océans et l'augmentation du niveau des mers. Et puis finalement, la disparition ou la migration de certaines espèces. Donc tout ça, c'est dû au réchauffement climatique. Durant le CEP, tu dois savoir identifier dans des documents, par exemple, si on te présente des causes du réchauffement climatique, où tu dois proposer éventuellement des solutions qu'on pourrait mettre en place pour lutter contre le réchauffement climatique. En géographie, tu dois bien évidemment savoir lire un paysage. Alors, un paysage est toujours caractérisé par certaines choses. Donc, par exemple, dans un paysage urbain, tu vas avoir beaucoup de voies de communication, tu vas avoir beaucoup d'habitations, donc beaucoup de maisons, des immeubles, tu vas peut-être voir passer un avion dans le ciel parce qu'il y a un aéroport pas loin, etc., etc. Il va y avoir aussi beaucoup de gens parce que dans les paysages urbains, eh bien, ça représente la ville et en ville, il y a beaucoup d'habitants. À l'opposé, on a les paysages ruraux. Les paysages ruraux, c'est les paysages dans lesquels on voit qu'il y a beaucoup moins d'habitants. On voit que les habitations sont généralement plus isolées les unes des autres et il y a moins de moyens de communication. Okay, et puis tu vas avoir nettement plus de verdure, puisque paysages ruraux, ça veut dire des champs, des forêts, des rivières, etc. Alors, dans un paysage, tu dois savoir identifier la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, c'est ce qui va séparer les éléments terrestres des éléments aériens. Okay, alors, par exemple, sur un paysage côtier, généralement, la ligne d'horizon, elle est assez plane. Dans un paysage montagnard ou montagneux, la ligne d'horizon, ça va plutôt être une ligne brisée. D'accord? Donc, tu dois savoir identifier la ligne d'horizon et dire si elle est
plus ou moins plane ou plus ou moins brisée. Tu dois aussi savoir identifier les différents éléments qu'il y a dans le paysage, au premier plan, au second plan et à l'arrière-plan. Okay, là, tu imagines que tu es à la place de la personne qui a pris la photo. Eh bien, tout près de toi, c'est le premier plan. Très loin de toi, c'est l'arrière-plan. Souvent, au CV, on va te demander de comparer deux documents qui représentent des endroits identiques, mais qui ne sont pas pris de la même manière. On va par exemple avoir un plan aérien et puis on va avoir une photo au sol. Et on va te demander quels sont les éléments qu'on distingue mieux par-ci, mieux par-là, etc. Ou alors, on va peut-être te demander de comparer deux mêmes représentations, mais à des époques différentes. Et donc là, tu dois savoir dire ce qui a changé, ce qui a été rajouté, ou ce qui n'existe plus d'une époque à l'autre. Pour le CEB, tu dois bien évidemment savoir lire un croquis, un plan et une carte. Alors, quand tu es face à un document comme ça, eh bien, tu dois te demander déjà, est-ce qu'il y a un titre au document? Parce que souvent, s'il y a un titre, ça veut dire qu'on te donne déjà certaines informations importantes. Tu dois aussi, bien entendu, regarder la légende, parce que la légende va te donner certains détails sur le type de renseignements qui vont être fournis dans le document. Ok? Donc ça, tu dois bien évidemment être attentif à ça. Si jamais sur une carte, tu vas devoir noter des choses, eh bien, tu vas devoir montrer que tu sais identifier des espaces qui sont plus peuplés ou moins peuplés, ok? Ou alors des espaces qui sont plus chauds, plus froids, plus secs, moins secs, etc. D'où l'importance de bien lire la légende pour savoir quelles sont les informations qu'on te donne sur chaque représentation d'un endroit. Tu dois aussi savoir, dans un endroit qu'on te donne, dire pourquoi il y a plus ou moins de population. Donc, par exemple, dans une zone polaire, tu peux expliquer qu'il fait trop froid, donc il n'y a pas beaucoup de population. Dans une zone tempérée, il y a plus de population parce que les températures sont plus agréables, etc., etc. Tu dois aussi savoir dire que, voilà, là, il y a une rivière, il y a des gens qui se sont installés près de la rivière parce que, ça leur donne de l'eau, c'est utile pour les activités, les usines, les transports, etc. Là, c'est un désert, il n'y a pas beaucoup de population. Pourquoi? Parce qu'il fait trop chaud et que, pas grand-chose à faire dans le désert pour les hommes. OK? Donc en fait, ce que tu dois retenir, c'est que on va te montrer des cartes et tu vas devoir montrer que tu sais lire les cartes et tu sais expliquer des choses en regardant les cartes. OK? Donc il y a quand même une bonne, partie de savoir-faire. Il n'y a pas que des connaissances. Tu dois montrer que tu es capable de mettre tes connaissances au service de, la lecture et le décryptage des documents qui vont être donnés. OK? J'espère avoir été plus complet pour cette seconde vidéo en géographie. N'hésite pas à mettre des pouces en l'air si tu penses que ça t'a été utile, à la partager autour de toi si tu penses qu'elle est utile à d'autres copains ou d'autres copines, à t'abonner si c'est pas encore fait. Je te souhaite bon courage pour le CV, je suis sûr que tu vas cartonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!